Alors, j'ai découvert ces grands lacs africains à partir de 1990. Et l'essentiel des 24 années que j'ai passées en Afrique se sont déroulées du côté des grands lacs africains. Mais comme on va le voir, c'est une vaste région d'Afrique. Ça ne veut pas dire que je suis resté tout le temps au même endroit. Mais en France, on les connaît mal parce que c'est une région d'Afrique qui ne faisait pas partie de l'ancien empire colonial français. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans la mémoire collective. Demandez à un Français de vous décrire l'Afrique, un Français qui n'est jamais allé en Afrique, il va dire « Ah, c'est le désert, les dromadaires, c'est bon. » Parce que les Français ont en mémoire l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, éventuellement l'Afrique du Nord. Posez la même question à un Anglais qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, il va vous dire « Ah là oui, l'Afrique c'est vert, c'est la grande végétation, les fruits, etc. » Parce qu'il pensera naturellement à l'ancien empire colonial britannique. Donc l'Afrique c'est un immense continent, même si les cartes du monde ne lui rendent pas justice, parce que vu que l'Afrique est à cheval sur l'équateur, elle paraît plus petite que des pays comme la Russie ou comme le Canada ou comme le Groenland, qui eux paraissent très très grands parce que le globe a été aplati pour faire une planisphère. On ne se rend pas compte de la dimension de l'Afrique. L'Afrique est immense. Et l'Afrique comprend des régions tout à fait différentes les unes des autres. Donc, en 1989, j'ai débarqué au Soudan et là j'ai découvert j'ai découvert le Nil. J'ai même navigué sur le Nil. Et le Nil est le résultat de cette Afrique des Grands Lacs, puisque c'est l'eau d'au moins un grand lac, de plusieurs grands lacs, qui coulent dans le Nil jusqu'à la Méditerranée. Mais je vais y revenir. Et en 1990, je suis arrivé au Malawi, qui porte le même nom que l'énorme lac sur les bords duquel se trouve ce pays, le Malawi. Vous avez une carte du Malawi derrière vous, la carte la plus à gauche, cet immense lac. Et donc, j'ai été fasciné par ce lac Malawi, je vais y revenir tout à l'heure. Et au fil des années que j'ai passées en Afrique, j'ai découvert d'autres lacs. En 1995, je suis arrivé en Ouganda et j'habitais à Kampala. Et Kampala se trouve au bord du lac Victoria, un lac immense. Et l'Ouganda, la carte est complètement à droite derrière vous, tout à fait au fond de la pièce. L'Ouganda compte de nombreux lacs, le lac Victoria n'étant que le principal, mais dont il n'a pas l'exclusivité, puisque le lac Victoria est divisé entre la Tanzanie pour la partie sud, le Kenya pour le nord-est, et le reste c'est l'Ouganda. Ensuite, je suis allé au Rwanda et au Burundi, où là j'ai découvert d'autres lacs africains. Le lac Kivu au Rwanda, que je devais retrouver après côté congolais, puisqu'il est à cheval sur la frontière. Et le lac Tanganyika au Burundi. Je devais ensuite le retrouver également au Congo, en République démocratique du Congo. Alors j'hésite toujours, quand j'aborde ces lacs, à savoir si je dois commencer du nord au sud, ou du sud au nord, ou par les lacs qui sont les lacs de la grande vallée du rift africain, ou par les autres. Alors peut-être que je devrais commencer par le lac Victoria, qui est un lac différent de tous ceux dont je vais parler après. Le lac Victoria, c'est un lac énorme, c'est le plus grand lac d'Afrique. Il fait 68 100 km². C'est-à-dire qu'il est à peu près une fois et demie grand comme la Suisse, pour vous donner un ordre de grandeur. C'est-à-dire à peu près 8 fois plus grand que la Corse. C'est une véritable mer intérieure.
Sa plus grande longueur, 337 km. Sa plus grande largeur, 240 km. Et le niveau du lac se trouve à 1133 mètres d'altitude. Alors là aussi, pour prendre un point de comparaison, en Corse, il n'y a aucun village qui est à cette altitude. On a le Monte Cinto qui atteint 2710 mètres, comme chacun sait, mais au-dessus de 1000 mètres, personne n'habite en Corse. Donc une grande partie du territoire corse est inhabité, à part par les bergers qui y passent avec leurs troupeaux. Tandis qu'en Afrique orientale et australe, l'essentiel de la population vit à ces altitudes-là. C'est un immense haut plateau. Pourquoi? Parce que le climat y est plus tempéré, parce que le sol y est plus fertile, mais bien sûr, il ne fait pas aussi froid à 1100 mètres d'altitude en Afrique qu'en Corse ou que dans les Alpes. Parce que si on n'y vit pas en Corse ou dans les Alpes, c'est parce que le climat est beaucoup trop rude à cette altitude-là. Tandis qu'en Afrique, c'est le climat idéal. À la fin du 19e siècle, il y a un jeune lieutenant britannique qui s'est retrouvé en Ouganda et il s'appelait Winston Churchill. Et ce lieutenant avait été émerveillé par la nature verdoyante qu'il découvrit en Ouganda et il a appelé l'Ouganda « The Pearl of Africa », la perle de l'Afrique. C'était bien parce qu'il avait découvert toute cette verdure, toute cette végétation, tous ces bananiers. Je parle de bananiers. Une bonne partie de la population ougandaise, comme celle des pays voisins, utilise la banane comme base de l'alimentation. C'est ce qu'on appelle, à tort, parce que c'est pas, il y a plusieurs types de bananes, mais en France, dans ce qu'on appelle habituellement la banane plantain. C'est une banane qu'on fait cuire ou qu'on fait bouillir. Le père Gilbert pourra nous en dire davantage éventuellement si vous voulez des renseignements. Et qui sert de base de l'alimentation de nombreux peuples de cette région des Grands Lacs africains. Ça remplace la pomme de terre chez nous. Bah, ça peut se cuire comme la pomme de terre, effectivement. Alors, c'est un lac immense, le lac Victoria, mais ce n'est pas un lac très profond. Sa profondeur maximale n'est que de 83 mètres. Et son volume d'eau est de 2750 km3. Le lac Victoria, je prends la canne pour vous montrer sur la carte sans déranger personne. Là, vous le voyez sur la voyez sur cette carte générale de l'Afrique de l'Est, il est là. Le lac Victoria coule vers la Méditerranée, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a une ville ici en Ouganda qui s'appelle Jinja. Et c'est à cet endroit-là que le lac Victoria devient le Nil blanc, et qu'il coule vers le nord. Il forme ici un lac plus ou moins marécageux qui s'appelle le lac Choga, donc il le traverse. Il atteint le lac Albert ici, j'en parlerai tout à l'heure du lac Albert. Il reprend sa course vers le nord, il rentre au Sud-Soudan, puis au Soudan, et c'est à Khartoum qu'il rejoint le Nil bleu qui lui dévale des hauts plateaux éthiopiens. Le Nil bleu est plus court que le Nil blanc, mais à la saison des pluies, le Nil bleu apporte davantage d'eau au confluent que le Nil blanc, parce que le Nil blanc perd une grande partie de son eau au Sud-Soudan due à l'évaporation. C'est très plat, et il y a le plus grand marécage d'Afrique qui se trouve au Sud-Soudan, qu'on appelle le Sud. Et donc là, le Nil blanc se perd et s'évapore. Et il ressort très affaibli du Sud. Alors, c'est pas l'embouchure, c'est le contraire d'une embouchure. Là où le Nil blanc s'écoule, là où le lac Victoria s'écoule dans le Nil blanc, il y avait autrefois des rapides. Parce que au nord de Jinja, c'est plus bas en altitude que le niveau du lac.
Mais en 1955, les Britanniques, c'était encore l'époque coloniale, ont construit un immense barrage, barrage électrique, et donc on ne voit plus les chutes. Ça y est. Entrée. Et depuis, le gouvernement actuel de l'Ouganda a construit un deuxième barrage à cet endroit-là. Pardon, j'ai mis une photo. Non, pardon, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Ah, ici. Bonjour voilà. tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. À cet endroit-là, vous voyez la photo. La photo que j'ai prise, je ne pourrais plus la reprendre aujourd'hui parce que toute cette zone qu'on voit sur la photo a été recouverte par un barrage, par une retenue d'eau, donc un nouveau barrage hydroélectrique. L'Afrique est en pleine expansion et on a besoin d'électricité pour électrifier, pour faire marcher les usines et pour tout le reste. Donc l'Ouganda, comme d'autres pays d'Afrique, a développé l'énergie hydroélectrique et a donc construit un deuxième barrage. Ce qui fait que la série de rapides qui se trouvaient au début du Nil ont disparu, ils sont recouverts par des lacs. Owen Falls d'abord, ça c'est le barrage qui a été construit avant l'indépendance, et Bujagali Falls, c'est celle que vous voyez sur la photo ici. Le lac Victoria a une particularité, c'est qu'il compte plusieurs milliers d'îles. Plus de 3000. Et il a, si vous regardez la carte, au fond, comme je vous l'ai dit, il y a une carte de l'Ouganda. On voyait bien la côte ougandaise et la côte kenyane qui est très très découpée, et vous voyez toutes ces îles. En 1996, j'ai eu le privilège d'être envoyé dans ces îles, qu'on appelle les îles CC, pour surveiller les élections présidentielles qui avaient lieu cette année-là, et les élections législatives. Et donc j'ai passé quelques jours dans ces îles, qui sont couvertes de végétation, c'est très vert, c'est magnifique. J'en garde un très bon souvenir. Le lac Victoria est traversé par l'équateur. Entebbe, vous avez sans doute tous entendu parler d'Entebbe, c'est une ville d'Ouganda, mais c'est aussi l'aéroport international de Kampala, de fait, même si ce n'est pas à Kampala, c'est à une trentaine de kilomètres au sud de Kampala. La ville d'Entebbe et l'aéroport se trouvent quasiment sur la ligne équatoriale. Le lac Victoria est le troisième plus vaste lac au monde. Alors quels sont les autres par la taille? Figurez-vous qu'on compte la mer Caspienne comme un lac. Et je pense que la mer Caspienne est le plus grand lac au monde, même si on l'appelle mer, et même si elle est salée. Tout simplement parce que la mer Caspienne n'est pas au niveau de la mer. Elle est plus haute. Le premier Européen à avoir aperçu le lac Victoria, c'est John Hanning Speke, le célèbre explorateur britannique. Je vous ai parlé tout à l'heure de la grande vallée du Rift, ou la grande faille, parce que Rift c'est un mot anglais bien sûr. Cette faille qui coupe l'Afrique en deux a une forme de Y. Oui, tout à fait, un Y, puisque la fourche se trouve vers le nord. Petit à petit, l'Afrique est en train de se séparer. La partie est allant vers l'est et le reste vers l'ouest. Donc, dans quelques millions d'années, il y aura sans doute deux continents au lieu d'un. Et vous avez donc cette grande faille qui part depuis l'Afrique australe et qui remonte, et qui se divise à peu près au sud de l'Ouganda, plus au sud que l'Ouganda, elle se divise en deux pour former les lacs côté ouest, les autres lacs, et pour former un autre lac côté est, qui est le lac Turkana. Et si vous suivez cette faille, vous arrivez jusqu'à la mer Morte, en Israël-Palestine. Alors, le lac Victoria n'a pas été formé par cette faille. Le lac Victoria se trouve entre les deux branches du Y.
il y a eu un affaissement et cette partie centrale entre les deux branches du Y a fini par se remplir d'eau. Et le lac Victoria reçoit de l'eau de nombreuses rivières dans les différents pays, Kenya, Tanzanie et Ouganda. Le lac Victoria a été rempli, donc il a été formé en tant que lac il y a 14 000 ans. Depuis 2004, on a constaté une baisse du niveau du lac Victoria, du fait du réchauffement climatique, du fait du manque de pluie qui a affecté à la fois les rivières qui s'y jettent et le lac. Et puis, dans les années 80 est apparu le problème des jacinthes d'eau. Les jacinthes d'eau sont des plantes invasives qui bloquent complètement le littoral, qui asphyxient les baies ou les criques et qui empêchent les pêcheurs de pêcher, tout simplement, parce qu'on n'arrive plus à sortir et à s'éloigner du bord. Alors le gouvernement ougandais, avec l'aide de certaines agences spécialisées, a entrepris de lutter contre ce phénomène. Il y a même des moissonneuses d'eau qui tentent de les ramasser. On peut d'ailleurs utiliser les jacinthes qui sont récoltés pour faire autre chose. Je pense que c'est une ressource d'avenir, même si ce n'est pas encore suffisamment utilisé. Le lac Victoria est sillonné par des ferries, comme la Méditerranée. Moi, quand j'étais à Kampala, j'habitais dans un quartier qu'on appelle Port Bell, qui autrefois était une ville séparée de Kampala, et qui est donc le port de Kampala. Et tous les jours, je voyais les ferries qui partaient vers le Kenya, la ville de Kisumu, et vers la Tanzanie, la ville de Mwanza. Des ferries donc qui transportent des voitures, des camions et des wagons de chemin de fer. Parce que le chemin de fer arrive jusqu'au port, et côté kenyan et côté tanzanien également. Lorsque John Hannings Peake a découvert le lac Victoria, enfin j'utilise le mot découvert avec des guillemets, hein, parce que les Africains connaissaient ce lac depuis toujours, mais disons que le premier Européen c'est John Hannings Peake, il a découvert le royaume du Bouganda, dont je vous avais parlé pour ceux qui étaient là, lors de ma conférence sur les martyrs de l'Ouganda, il y a quelques mois. Et il avait été impressionné par l'organisation de ce puissant royaume africain. Voilà ce que je pouvais dire au sujet du lac Victoria. Oui, encore un petit détail, c'est que les Britanniques avaient eu l'excellente idée, excellente entre guillemets, d'introduire la perche du Nil. Parce que la perche du Nil est un poisson énorme, vraiment gigantesque, qu'on trouvait dans le Nil, mais qu'on ne trouvait pas dans le lac Victoria. Et je ne sais quel Britannique a eu l'idée d'en mettre dans le lac Victoria. Ce qui fait que le lac Victoria a perdu beaucoup de sa diversité en termes de poissons, parce que la perche du Nil bouffe tout. Et aujourd'hui, les poissons qu'on retrouve beaucoup dans le lac Victoria, c'est la perche du Nil et le tilapia. Mais beaucoup d'autres ont quasiment disparu du fait de la présence de la perche du Nil. Alors, ça pouvait être une bonne idée parce que la perche du Nil donne beaucoup de viande et donc peut nourrir la population, mais le problème c'est que les Africains de l'époque et une bonne partie des Africains d'aujourd'hui n'ont ni frigidaire ni congélateur, et que les poissons qu'ils avaient l'habitude de pêcher, on pouvait les faire sécher ou fumer facilement, mais un poisson aussi énorme avec autant de viande, c'est pas possible. Et ça n'a pu profiter qu'aux industriels qui ont pu faire des conserveries et qui expédient la viande de la perche du Nil vers l'Europe. Il fut un temps où on en trouvait même dans les supermarchés en Corse. Je n'en vois plus depuis quelque temps. Est-ce que ça s'est arrêté? Je ne sais pas. Mais le tilapia aussi, le tilapia du lac Victoria, on le trouve aussi dans les supermarchés européens. Alors maintenant, on va commencer par le nord, et donc par le lac Turkana, qui est l'ancien lac Rodolphe. Alors, il se trouve dans la région de Turkana. Le Turkana, c'est le nord-ouest du Kenya. C'est une région semi-aride où les conditions de vie sont très rudes et où il fait très chaud. La pointe nord de ce lac se trouve en Éthiopie. Et ce lac
se déverse dans une rivière. C'est dans une rivière assez connue qu'on appelle la rivière Omo, O-M-O, où vivent des tribus très impressionnantes qui sont restées à l'écart de la civilisation moderne et dont pour deux d'entre elles, en tout cas les Mursi et les Sourma, sont célèbres dans le monde entier parce que les femmes ont des plateaux, des labrés dans la lèvre inférieure. Alors, le lac Turkana, je dis qu'il y fait très chaud parce qu'il n'est qu'à 360 mètres d'altitude. Il a été baptisé lac Rodolphe par l'explorateur qui l'a découvert. Et cet explorateur, en fait, ils étaient deux. C'était Samuel Teleki et Ludwig von Hunnel, qui étaient des citoyens de l'Empire austro-hongrois, découverts en 1888. Et ils l'ont baptisé Rodolphe en l'honneur du prince héritier de l'époque de l'Empire austro-hongrois, le prince Rodolphe. Il est long de 290 km, large de 32 km, et sa profondeur maximale est de 109 mètres seulement. C'est le paradis des crocodiles. Il y a d'énormes crocodiles, notamment les célèbres donc, crocodiles du Nil. Alors, crocodile du Nil ne signifie pas qu'ils vivent dans le Nil. C'est le nom de l'espèce. Hein. C'est les plus longs, les plus gros crocodiles au monde. Leur taille peut atteindre 6 mètres et même dépasser 6 mètres de long. Alors, là, je vais vous parler de Jules Bouly, un Marseillais, explorateur et photographe, qui avait fait la connaissance d'Arthur Rimbaud en Éthiopie et qui vécut de 1852 à 1941. Parce que ce Marseillais, dont la famille était originaire du Piémont, eh bien c'est lui qui a exploré la région, après donc le passage de ces explorateurs austro-hongrois, et c'est lui qui a prouvé que le lac Turkana se jetait dans la rivière Omo. Et laquelle rivière Omo rejoint ensuite le Nil bleu, etc. Donc ça va l'eau va vers la Méditerranée. Le lac Turkana, on met 3 jours de voiture pour y arriver depuis Nairobi, pour vous montrer un peu l'inaccessibilité. Alors je vais vous faire un aveu, je n'y suis jamais allé, parce que c'est justement trop. J'ai vécu en Ouganda, mais c'est beaucoup trop éloigné par rapport à l'endroit où je me trouvais. C'est toute une expédition pour y arriver, mais je rêve d'y aller. Il y a des livres sur la table qui montrent des belles photos du lac Turkana. Nous allons maintenant passer au lac Albert. Alors là, on va passer en revue toute la famille royale britannique. Albert, donc le véritable nom de ce lac, c'est Muitanzige, qui signifie tueur de sauterelles en langue locale. Le tambour qui est à mes côtés vient de la région du lac Albert. Pourquoi tueur de sauterelles? Parce que dans la mémoire collective, on se souvient de la population de l'actuel Ouganda, on se souvient d'une période catastrophique où les sauterelles avaient détruit toutes les récoltes avant de se sauver bien, j'ai failli dire l'estomac bien rempli, vers ce qui est aujourd'hui le Congo, vers le lac Albert. Mais les sauterelles apparemment avaient sous-estimé la largeur du lac, elles n'ont jamais atteint le Congo, elles sont tombées, elles se sont noyées et elles ont nourri les poissons. Donc c'est pour ça que les habitants du coin ont appelé ce lac le lac tueur de sauterelles. C'est en 1864 que Samuel Baker, un autre célèbre explorateur britannique, qui a exploré aussi la région du Nil blanc dans l'actuel Soudan du Sud, et qui vécut de 1821 à 1893, avec son épouse Flora von Sass. Alors Flora von Sass, c'est un personnage, ça aussi. Elle était d'origine hongroise, elle était née hongroise, avait été capturée par les Ottomans, était devenue esclave, et c'est Samuel Baker qui l'avait libérée lors d'un voyage qu'il avait fait dans cette partie de l'Europe sous la domination ottomane.
Et par la suite, elle l'a accompagnée dans toutes ses expositions. C'est sans doute une des premières exploratrices, parce que je parle beaucoup d'explorateurs, et celle-ci était une exploratrice. Elle a survécu à son mari, elle était née en 1841, elle est morte en 1916. Donc née hongroise et devenue britannique. Alors ils ont nommé ce lac, tous les deux, mais c'est Samuel Baker bien sûr qui a choisi le nom, Albert. Pourquoi? Pour honorer le mari de la reine Victoria qui venait de décéder, le prince Albert. Ce lac, ça va vous faire sourire, a été appelé pendant les années 70 lac Mobutu Sese Seko, en l'honneur du dictateur zaïrois, c'est-à-dire congolais, on dirait congolais aujourd'hui, qui a régné une trentaine d'années sur le pays qu'il a renommé Zaïre et qui est redevenu depuis la République démocratique du Congo. Et vous verrez qu'il y a un autre lac plus au sud dont je vais parler tout à l'heure qui a aussi pris le nom d'un dictateur de l'époque. Mais aujourd'hui, moi, je connais bien ce lac, on l'appelle le lac Albert en anglais. Il est à 619 mètres d'altitude. Il est long de 160 mètres, large de 160 km, pardon, large de 30 km, profondeur maximale 51 mètres, et il a une superficie de 5270 km², c'est-à-dire à peu près les 2/3 de la Corse. Alors, il joue un rôle particulier dans le système hydrographique de la région. Et là, je vais devoir m'approcher. Ah ben, j'ai cassé ma canne tout à l'heure, elle est tombée. Il y a un morceau qui est tombé. Bon. Dommage, la flèche aurait bien fait. Vous l'avez. Alors, le lac Albert que vous voyez ici. Il se trouve au nord de ce que Ptolémée appelait les montagnes de la Lune, c'est-à-dire le massif du Rwenzori, qui est le 3e plus haut massif d'Afrique, à plus de 5000 mètres d'altitude, et qui est à cheval sur la frontière entre le Congo et l'Ouganda. Alors, il y a des glaciers sur cette montagne, donc beaucoup de ruisseaux, de torrents qui en dévalent. Et c'est une partie de cette eau rejoint la rivière Semliki, que vous voyez là, et qui forme un delta et qui se jette dans le lac Albert. Donc qui apporte de l'eau au lac Albert. J'ai déjà été là. Moi aussi. Dans la rivière Semliki. Ah bon. Je me suis déjà Moi j'ai nagé dans le lac Albert à Boutiaba, ici. Et je vous ai parlé tout à l'heure du Nil blanc, qu'on appelle Nil Victoria dans cette partie-là, qui sort du lac Victoria, qui forme le lac Tioga ici, et qui rejoint ensuite le lac Albert. Et pour rejoindre le lac Albert, il forme cette chute d'eau très impressionnante, Murchison Falls, qui est haute d'une 50aine de mètres, mais au goulet d'étranglement qui est en haut des chutes, il ne fait que quelques mètres de large. C'est très impressionnant. Et ce que vous voyez, l'eau en bas, c'est l'eau du Nil. Donc, les chutes Murchison se trouvent ici, et donc le Nil blanc se jette dans le lac Albert également. Mais il en ressort très vite puisque le Nil repart par là. Et c'est là qu'on l'appelle Nil blanc. Pour avoir une idée, les chutes, ça fait combien? 40 mètres de haut là? Je viens de le dire, entre 40 et 50 mètres, 45 mètres par là. Alors, donc, le lac Albert reçoit de l'eau des différentes rivières qui tombent des montagnes de l'Ituri au Congo, différentes rivières qui viennent d'Ouganda, les neiges éternelles et les glaciers du Rwenzori, et un autre lac qui est plus au sud, dont je vais parler tout à l'heure, le lac Édouard, qui se déverse dans la Semliki. La Semliki contourne le massif du Rwenzori et se jette dans le lac Albert. Donc il y a différentes sources d'eau qui arrivent dans le lac Albert et qui alimentent ensuite le Nil jusqu'à la Méditerranée. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y suis allé bien souvent. J'ai même pique-niqué sur la plage. J'ai même nagé dans ce lac.
Alors, il y a beaucoup de vie sauvage, parce que je vous ai parlé des chutes de Murchison Falls. Elles se trouvent au milieu du parc qui porte ce nom-là, le parc national de Murchison Falls, qui est l'un des principaux parcs de l'Ouganda. Donc, on y trouve des éléphants, des hippopotames, des crocodiles, des gazelles, des antilopes et tout le reste, jusqu'au bord du lac. Alors, la Semliki dont nous parlions tout à l'heure avec le père Gilbert, le delta, c'est une zone très marécageuse. La température de l'eau est stable toute l'année entre 27 et 29 degrés. Donc, aucune difficulté pour y pénétrer. Alors, dernièrement, ces 20 dernières années, il y a une grosse menace contre le lac Albert. Cette menace, c'est ce que Béchir Ben Yarmed, le fondateur de Jeune Afrique, appelait l'excrément du diable. Vous savez ce que c'est que l'excrément du diable? Le pétrole. Parce qu'en dessous le lac, il y a du pétrole. Et que côté congolais, ils n'ont encore rien fait, même si ils ont accordé quelques concessions, mais ils n'ont pas commencé à exploiter. Tandis que côté ougandais, on a commencé à exploiter. Total a gagné un gigantesque projet avec une compagnie chinoise qui consiste donc à forer, à pomper le pétrole et à l'acheminer jusqu'à un port en Tanzanie. En Tanzanie, donc l'Ouganda n'a pas d'accès à la mer. Un port qui se trouve par là, Tanga, je crois, grâce à un oléoduc qui traverserait tout l'Ouganda, toute la Tanzanie. Alors, les écologistes, tant les écologistes ougandais que les écologistes internationaux, je dirais, poussent les hauts cris au sujet de ce projet. Il y a eu un procès qui a duré très longtemps à Paris contre Total, parce que ce projet met en danger l'écosystème du lac Albert, mais aussi l'écosystème tout le long du parcours de l'oléoduc, parce qu'un oléoduc, ça n'est jamais complètement hermétique. Il y a toujours des fuites accidentelles ou causées. Alors, le président ougandais défend son projet bec et ongle, parce qu'il tient à avoir du pétrole, et il tient à ce que le pays se développe grâce à l'argent du pétrole. Je pense que le projet, bon, qui est déjà en cours de réalisation, va se faire malgré tout, malgré les protestations internationales. Je passe à un lac suivant, le lac Édouard, dont j'ai parlé brièvement à l'instant. Alors on continue la revue de la famille royale britannique, puisque le lac Édouard a été nommé Édouard en l'honneur du prince de Galles de l'époque. C'est l'explorateur Henry Morton Stanley qui a découvert entre guillemets toujours, hein, ce lac, et il a nommé ce lac Édouard en l'honneur donc du prince de Galles de l'époque, c'est-à-dire le futur Édouard VII, roi d'Angleterre, roi du Royaume-Uni. Alors, petite plaisanterie là aussi, pendant les années 70, il a été débaptisé et renommé lac Idi Amin, en l'honneur du dictateur ougandais Idi Amin Dada. Il y avait eu donc un accord entre le Zaïre et l'Ouganda. Le lac Albert serait le lac Mobutu et le lac Édouard serait le lac Idi Amin. Mais comme tous les autres lacs, il a un nom local. Il est connu sous d'autres noms par les populations qui vivent autour de ce lac, bien sûr. Je ne retrouve pas le nom. Ah si, je le trouve. C'est le lac Mutiamira. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Père Gilbert? Mutiamira. C'est la langue locale. Je n'ai pas la signification exacte. Du côté de l'Ouganda, alors. Oui. Mais c'est la même ethnie qui est des deux côtés du lac. Hein. Côté congolais et côté ougandais. Alors, ce lac n'est pas un lac énorme.
Il ne fait que 2150 km², mais c'est quand même 5 fois plus grand que le lac Léman. Il est long de 77 km, large de 40 km, profond de 117 mètres, et il est à une altitude de 912 mètres. Donc on est toujours sur les hauts plateaux. C'est un personnage, ce Henry Morton Stanley. C'est, je dirais, le voyou de l'exploration. C'était un aventurier plus qu'un autodidacte et un aventurier, qui est né gallois, mais qui est mort américain, et qui s'est vendu au plus offrant tout au long de sa vie. Et c'est un peu grâce à lui que le Congo, enfin l'actuelle République démocratique du Congo, a fini par devenir la propriété du roi Léopold II avant de devenir le Congo belge. Parce que c'est lui qui a exploré le cours du fleuve Congo pour le compte du roi des Belges, Léopold II, qui a été un roi prédateur pour cette partie de l'Afrique, puisqu'il a établi le travail forcé des populations locales pour exploiter l'EVA. L'Europe, à l'époque, avait besoin de caoutchouc. Et le règne de Léopold II a causé d'innombrables victimes. Des millions. Je n'osais pas dire ce chiffre, mais on parle effectivement de millions de morts, directs ou indirects, du fait de cette politique de travail forcé dans cette partie de l'Afrique. C'était un journaliste et un explorateur. Il est né en 1841 et mort en 1904. Alors le lac Édouard se déverse, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans la rivière Semliki, qui elle-même se jette dans le lac Albert. Donc vous voyez l'interrelation entre les deux lacs, puisque le lac Édouard est un peu plus haut en altitude que le lac Albert. Alors là aussi, le lac est menacé par un projet d'exploitation du pétrole, cette fois-ci du côté congolais. Du côté congolais, il y a un très ancien et très vaste parc qu'on appelle le parc national des Virunga, qui est, je crois, à ma connaissance, le plus ancien parc d'Afrique. Il avait été créé par les Belges il y a plus d'un siècle. Et c'est dans cet espace protégé qu'une concession a été accordée à une compagnie pétrolière pour exploiter le pétrole à proximité du lac Édouard, dont l'écosystème est extrêmement fragile, et sans parler de la vie sauvage qui peuple le parc national des Virunga. Et côté ougandais, il y a un autre parc national qui est le Queen Elizabeth National Park, le parc national de la reine Elisabeth. Elle porte ce nom en l'honneur de la défunte souveraine du Royaume-Uni, Elisabeth II, qui avait séjourné alors qu'elle était encore princesse héritière pendant son fameux voyage en Afrique, durant lequel elle a appris la mort de son père et qu'elle a appris qu'elle était désormais reine. Mais elle est devenue reine pendant l'étape kenyane, pas pendant l'étape ougandaise. Mais j'ai dormi dans sa chambre. Avec elle. Puisque il y a un lodge au Queen Elizabeth National Park et il y a encore la chambre qui porte son nom et où elle avait passé la nuit avec le prince Philippe. Quelques mots sur un tout petit, à l'échelle africaine, tout petit lac, le lac George. On continue la revue de la famille royale britannique, qui s'appelle lac Dweru en langue locale. Je vais vous le montrer sur la carte dans un instant. Je vous donne d'abord cette dimension. Il ne fait que 250 km², long de 23 km, large de 18 km. Il est à 914 mètres d'altitude, c'est-à-dire 2 mètres plus haut que le lac Édouard. Et c'est ce qui explique un phénomène naturel intéressant, qui est le Kazinga Channel, le chenal de Kazinga. Je vais choisir cette carte-là, pour que je ne vais pas vous donner un coup de canne. Donc le lac George, c'est celui-ci. Et vous avez un cours d'eau qui va au lac Édouard. C'est le Kazinga Channel. Ce n'est pas une rivière, puisque c'est le lac George qui se déverse dans le lac Édouard. Et parfois, quand la saison des pluies est très forte, il change de sens. C'est-à-dire que c'est le lac Édouard qui se jette dans le lac George. C'est une région très marécageuse, les environs du lac George. Il est entièrement en Ouganda. Donc, il s'appelle George parce qu'il a été baptisé en l'honneur du roi George V.
Et c'est également Stanley qui l'a découvert en 1888, donc en même temps que le lac Édouard. Ce Kazinga, oui, il n'est pas très profond non plus, il ne fait que 7 mètres de profondeur au maximum. Il n'est pas considéré comme un grand lac, mais il fait partie du système hydrographique des grands lacs, parce qu'il n'est pas dans la faille de la grande vallée du Rift. Il est, comme je vous l'ai dit, dans une zone marécageuse. Alors, ces eaux sont également menacées, cette fois-ci à cause de l'exploitation d'une mine de cuivre à Kilembe, une localité ougandaise voisine. Alors, nous allons maintenant au pays du Père Gilbert, puisque je vais vous dire quelques mots au sujet du lac Kivu. Alors, le lac Kivu a donné son nom au Kivu, qui est cette province congolaise dont on parle souvent dans l'actualité, et qui maintenant est divisée en 2 provinces, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais toutes les deux, donc... 3. Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Mais il n'y en a que 2 qui portent le nom du lac. C'est les provinces qui bordent le lac Kivu. C'est après le découpage qu'on a... Voilà, fait à l'époque belge, la province était beaucoup plus vaste qu'elle l'est aujourd'hui. Il avait une superficie de 273 000 km², voilà, qu'on a découpé en 3 provinces. La capitale historique du Kivu, c'est Bukavu, d'où vient le Père Gilbert, et où j'ai moi-même travaillé en 2005-2006. Le lac Kivu fait 2700 km². Donc ce n'est pas un lac immense, mais il est malgré tout immense par rapport à nos lacs européens. Il est long de 89 km, large de 48 km, et il est à cheval sur la frontière entre la République démocratique du Congo à l'ouest et le Rwanda à l'est. Il est beaucoup plus haut que les autres, il est à une altitude de 1463 mètres. C'est toujours les hauts plateaux. Hein. Il se divise en 2 parties. La partie nord, c'est le grand large, je dirais. Et la partie sud est parsemée d'îles, dont une île en particulier, qui s'appelle Idjoui, qui est la 2e plus grande île d'Afrique continentale, parce qu'il y a des grandes îles. Madagascar, c'est une île africaine, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de l'Afrique, donc ce n'est pas des îles maritimes, des îles lacustres, c'est la 2e plus grande île. Idjoui fait 285 km², c'est-à-dire, de mémoire, c'est à peu près l'île d'Elbe, si vous voulez. Hein, donc c'est quand même une île importante. Elle fait 40 km de long. Pour certains qui ont connu le père, comment s'appelait-il? Le père Michel, un Congolais qui avait passé un été, je crois, en Corse. Il était originaire de cette... Il n'était pas originaire de cette île, pardon. Mais après avoir quitté la Corse, il a été envoyé à Idjoui. Et il est actuellement curé de paroisse à Idjoui. C'est bien Michel. C'est bien Michel son nom, hein, je crois. Oui, Michel. Voilà. Je ne sais pas, Balolebo Ami, quelque chose comme voilà, ça. Voilà. C'est un jeune. Alors, ce lac, on va changer un peu de nation européenne. Ce lac a été découvert par un explorateur allemand, le comte Gustav Adolf von Götzen, qui vécut de 1866 à 1910. Il a été découvert en 1894. Alors, la particularité du lac Kivu, c'est le méthane. En dessous du lac, il y a une poche de gaz, essentiellement du méthane, mais pas seulement. C'est un gaz toxique asphyxiant. Et en cas de la crainte permanente qu'ont peut-être pas les habitants, parce que la plupart ne sont pas conscients du problème peut-être, en tout cas les spécialistes, c'est qu'en cas de séisme, le lac pourrait dégazer.
Alors moi qui ai vécu à Goma, Goma c'est la capitale du Nord Kivu, j'ai vu effectivement, j'ai nagé dans le lac Kivu et j'ai vu des bulles de gaz qui s'échappaient à certains endroits. La plage de Gisenyi au Rwanda, dans la partie nord, est réputée dangereuse. Il y a eu des morts déjà, parce qu'il y a parfois du gaz qui s'échappe. Ce gaz, il faut l'exploiter. C'est une nécessité, parce que ça permettra de réduire le danger. De le pomper. Alors il y a eu un accord entre le Congo et le Rwanda, mais côté congolais on n'a pas commencé à l'exploiter, et côté rwandais ils ont commencé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, 30 ans peut-être, il y avait un lac au Cameroun qui avait du gaz en dessous, c'était le lac Nyos, qui avait explosé littéralement et qui avait tué des centaines, des milliers de gens, je crois, les riverains autour du lac. Beaucoup plus petit que le lac Kivu. Mais le gaz qui se trouve dans le lac Kivu est différent. C'est du méthane. Et il est moins soluble que le gaz du lac Nyos. Et donc particulièrement dangereux. Alors le gaz méthane qui se trouve en dessous de la Kivu, il est biogénique, c'est-à-dire dû à la décomposition des résidus organiques grâce à l'action des bactéries et des micro-organismes. La particularité du lac Kivu, c'est qu'à l'origine, ce n'était pas un lac typique de la grande vallée du Rift, même s'il se trouve dans la grande vallée du Rift. Et on pourrait le qualifier de lac de barrage, même si ce n'est pas un barrage humain. C'est un barrage naturel. Lorsque la chaîne des Virunga, Virunga en langue swahili, ça signifie les volcans. Au nord du lac Kivu, il y a de nombreux volcans qui se trouvent au Rwanda, au Congo et en Ouganda. Lorsque cette chaîne est apparue, elle a fini par bloquer l'écoulement naturel des rivières qui coulaient vers le nord et vers le lac Édouard. Et en s'élevant, elles ont donc bloqué le lac, ont formé une sorte de barrage, et c'est ainsi qu'est né le lac Kivu. Je me perds dans mes notes. Donc le réseau hydrographique a été bloqué par les volcans et le lac s'est formé, est monté et à un certain moment il a forcé le passage pour couler vers le sud. Et c'est ainsi qu'est apparue la rivière Ruzizi, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est le débouché du lac Kivu au niveau de Bukavu et qui coule vers le sud, vers un autre lac dont je vais vous parler tout à l'heure. Le danger de ce gaz, c'est qu'il y a des millions et des millions de gens qui vivent tout autour du lac Kivu, tant côté congolais que côté rwandais. Côté congolais, il y a deux grandes villes, Goma, Bukavu, plus d'autres de moindre importance. Côté rwandais, il y a les villes de Gisenyi, Kibuye et Changugu. Donc le risque est énorme. Le gisement de gaz exploitable est estimé entre 50 et 57 milliards de mètres cubes. La rivière Ruzizi est une jolie rivière encaissée, c'est un peu le Lancône en plus long. La rivière dévale, depuis donc Bukavu, elle dévale pour tomber dans le lac dont je vais vous parler maintenant, qui est le plus long lac d'Afrique, pas le plus grand parce que le lac Victoria est plus grand, mais c'est le plus grand en volume d'eau. Je veux parler du lac Tanganyika.
Et le plus profond aussi. C'est le plus profond. Deuxième profond du monde. Voilà le lac Tanganyika qui est vraiment gigantesque. Donc vous avez cette rivière Ruzizi qui descend et qui tombe dans le lac Tanganyika. La rivière Ruzizi forme la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le Burundi aussi. Et ensuite, dans son cours inférieur, le Burundi et la République démocratique du Congo. C'est très beau, c'est très encaissé. Je crois que le père Gilbert y est passé dernièrement, puisque Oui, vous avez atterri à Bujumbura. J'ai passé la nuit à Bujumbura, Voilà. en allant au retour. Parce que la route du Rwanda vers le Burundi était fermée à cause des conflits actuels. Et j'ai dû donc prendre la route justement la route d'Nkomo, hein, pour aller vers Uvira et puis entrer dans les Bujumbura, en passant par le long de la rivière Ruzizi. Il y a une route là. Le lac Tanganyika, c'est donc le deuxième lac le plus profond au monde. Le premier étant le lac Baïkal, en Sibérie, c'est-à-dire en Russie. C'est le deuxième lac d'Afrique par sa surface. C'est le troisième au monde pour son volume d'eau. Son volume d'eau est tout simplement gigantesque. 18 900 km3. Il fait 32 900 km², c'est-à-dire plus grand que la Belgique. Il est long de 677 km, large de 72 km. Il est à 775 mètres d'altitude. Je vous ai dit tout à l'heure que le lac Kivu est à 1400 et quelques mètres d'altitude. Donc ça vous laisse comprendre comment la rivière Ruzizi dévale depuis le lac Kivu jusqu'au lac Tanganyika. Et en se jetant dans le lac Tanganyika, à la pointe nord du lac Tanganyika, la rivière Ruzizi forme un delta. C'est le plus long lac d'eau douce au monde. Je précise bien lac d'eau douce, parce que la mer Caspienne est plus longue, bien sûr. Autre particularité de ce lac, c'est qu'à l'origine, ce lac Tanganyika était un lac endoréitique. Vous savez ce que c'est qu'un lac endoréitique? C'est un lac sans débouché. Voilà. Il n'avait aucun débouché. Mais il y a environ 12 000 ans, il y a eu le changement climatique, le réchauffement climatique déjà à l'époque. La sortie de la période glaciaire. Et donc cette formation de la chaîne volcanique dont je vous ai parlé tout à l'heure, la chaîne volcanique des Virunga, qui a bloqué l'écoulement vers le nord, a fait que cette rivière Ruzizi est apparue pour amener de l'eau dans le lac Tanganyika. Et que ça a fait monter le niveau du lac. Il est monté d'environ 300 mètres. Au XIXe siècle, il n'avait encore aucun émissaire. Donc l'eau coulait dans le lac, mais n'en sortait pas, ou n'en sortait que par l'évaporation. C'est seulement au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, que le lac est tellement monté qu'il a atteint une altitude de 782 mètres au-dessus du niveau de la mer, qu'il a forcé le chemin et qu'il a formé la rivière Lukaga au Congo, qui elle-même rejoint le Congo, le fleuve Congo. Donc l'eau du lac Tanganyika arrive dans l'océan. Point de suspension. Personne ne complète. Dans l'océan Atlantique. Le fleuve Congo fait une énorme boucle pour finir dans l'océan Atlantique, très loin. Je vous ai dit tout à l'heure que le lac Victoria et le lac Albert, leur eau atterrit dans la Méditerranée. Eh bien, le lac Tanganyika, son eau, une partie en tout cas, atterrit dans l'Atlantique. À quel endroit? Eh ben, au Congo, à la frontière entre le Congo-Zaïre, le Congo-Kinshasa, et la province de Cabinda, qui est une enclave angolaise.
la rive sud de l'estuaire, non, pardon, je dis des bêtises, c'est entre l'Angola et le Congo-Zaïre, puisque l'unique accès de la République démocratique du Congo, c'est grâce à l'estuaire du Congo, du fleuve Congo. Et il y a le port de Banana, Matadi, et c'est donc l'unique accès de cet énorme pays, grand comme presque 5 fois la France, l'unique accès à la mer. Donc le lac Tanganyika était autrefois endoréitique, et il est devenu un lac qui coule vers l'Atlantique. Alors, au XXIe siècle, c'est-à-dire maintenant, entre 6 et 18% des eaux du lac Tanganyika, en fonction des années, va vers l'Atlantique par la rivière Lukaga et ensuite Congo. Le reste, c'est-à-dire entre 82 et 94%, s'évapore. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'un des lacs les plus profonds du monde, et en tout cas le plus profond d'Afrique, puisque sa profondeur maximale est, tenez-vous bien, de 1471 mètres. 1471 mètres. Alors là, on est vraiment dans la faille. Ce lac est partagé entre 4 pays. Les 2 principaux sont la République démocratique du Congo à l'ouest, la Tanzanie, qui autrefois, à l'époque coloniale, s'appelait Tanganyika, du nom du lac, à l'est. Au nord-est, la pointe nord-est est au Burundi, et la pointe sud-ouest est en Zambie. Zambie, on est déjà en Afrique australe. Donc, c'est un lac qui s'étend depuis l'Afrique équatoriale jusqu'à l'Afrique australe. Alors, c'est un lac, je le précise, mais vous l'aurez compris, que je connais bien, puisque j'ai vécu au Burundi. Je suis allé aussi du côté congolais jusqu'à Kalemie, la partie centrale du lac. Donc c'est un lac que j'ai beaucoup fréquenté, comme j'avais fréquenté avant, j'ai oublié de vous le dire, le lac Kivu. Alors c'est un lac aussi qui s'élargit de plus en plus, puisque je vous ai dit qu'à la dérive des plaques qui se rencontrent là, qui entourent la faille. Et donc c'est un lac qui est amené à s'élargir et qui deviendra probablement un océan séparant les 2 parties de l'Afrique, qui s'éloignent l'une de l'autre. J'en arrive à mon lac favori, puisque c'est là que j'ai passé le plus de temps, le lac Malawi. Je me relève encore une fois pour vous le montrer. Alors là, j'ai accroché, on le voit sur la carte générale, c'est le grand lac le plus au sud. Mais là, vous le voyez mieux, c'est celui-ci, voilà. C'est le 3e lac d'Afrique par sa dimension après le lac Victoria et le lac Tanganyika. C'est aussi le 2e plus profond d'Afrique après le lac Tanganyika. C'est une véritable mer intérieure. 3e lac d'Afrique par sa superficie et 2nd par sa profondeur. Situé à 474 mètres d'altitude. On continue à descendre. Hein. Au-dessus du niveau de la mer, sa longueur est de 568 km et sa largeur est de 85 km. Tout comme les 2 autres lacs gigantesques de l'Afrique orientale, il ne possède qu'un seul débouché. Il est intéressant de noter que ces 3 lacs, lac Victoria et lac Tanganyika, et lac Malawi, se déversent chacun dans une direction et une mer différente. Le lac Victoria, on l'a vu, donne naissance au Nil et coule vers le nord et vers la Méditerranée. Le lac Tanganyika s'ouvre à l'ouest et il rejoint donc le Congo et l'océan Atlantique. Quant au lac Malawi, il offre une partie de ses eaux, il forme la rivière Shiré. Tout à fait à la pointe sud, il y a une ville qui s'appelle Mangochi, et à cet endroit-là, il y a une rivière qui naît, et qui est donc l'écoulement du lac Malawi. Et cette rivière Shiré, elle descend vers le sud pour rejoindre en territoire mozambicain, il y a une carte du Mozambique derrière vous à droite,
pour former en territoire mozambicain, pour rejoindre donc en territoire mozambicain le Zambèze, autre grand fleuve de l'Afrique. Et ce Zambèze, il se déverse dans l'océan Indien. Bravo. Donc vous voyez, Méditerranée pour le Nil et le lac Victoria, Atlantique pour le lac Tanganyika, Indien pour le lac Malawi. Le lac Malawi ne renouvelle qu'une faible quantité de son énorme volume d'eau. Malgré les pluies abondantes et quelques rivières qui l'alimentent, il ne perd qu'une partie de son eau par l'évaporation et par l'écoulement dans la rivière Shiré, tout à fait au sud. À cause de cela, le renouvellement reste faible et le lac a donc un écosystème fragile. Il abrite une faune aquatique unique au monde. En effet, les eaux qui s'en échappent par la rivière Shiré descendent vers le sud et sur le cours de la rivière Shiré, il y a des rapides. Capachera Falls et quelques autres rapides. Qui fait que les poissons, il y a une différence de niveau importante. Les poissons du Zambèze ne peuvent pas remonter. Ils ne sautent pas, hein, ce n'est pas des saumons. Ils n'arrivent pas à sauter. Donc, les poissons qui se trouvent dans le cours inférieur de la Shiré ou dans le Zambèze ne peuvent pas atteindre le lac Malawi. Et les poissons du lac Malawi ne peuvent pas descendre. Ou alors s'ils descendent, ils meurent. Hein. Alors, ce qui fait que l'écosystème du lac Malawi est complètement isolé du reste des eaux. Donc les poissons qui vivent dans le lac Malawi sont endémiques. éternel. Ces rapides constituent un barrage infranchissable pour les poissons vivant dans la basse Shiré et dans le Zambèze. Les espèces du lac Malawi ont donc connu une évolution propre. On en compte plus de 400 actuellement, 400 espèces, toutes endémiques. Toutes endémiques. Au lac Tanganyika, c'était la même chose autrefois, mais du fait de la rivière qui part vers le Congo et vers... il y a d'autres poissons qui sont rentrés dans le lac Tanganyika, donc qui ne sont pas tous endémiques. Tandis que le lac Malawi, les poissons sont purement endémiques. Les paysages ceinturant le lac sont somptueux. En certains endroits, les montagnes plongent directement dans ces eaux profondes. En d'autres, on peut y découvrir de très belles plages de sable au fond de vastes baies ou de criques bien abritées. Bien souvent, je me suis cru au bord de la Méditerranée, au bord du lac Malawi. Il y a des paysages qui m'ont fait beaucoup penser à la Corse. De très anciens bouleversements tectoniques ont laissé d'impressionnants amoncellements de rochers, tant au bord de l'eau que sous l'eau. Alors au sud, il y a un endroit extraordinaire qui s'appelle le Cape Maclear. Le Cape Maclear, c'est cette péninsule qui s'avance au milieu du lac. Voilà. Donc je vais vous parler maintenant. C'est un de mes endroits favoris dans ce lac. Donc c'est une formidable arête rocheuse s'avançant au milieu du lac. C'est là que les autorités du Malawi ont décidé en 1980 de créer le parc national du lac Malawi. Il s'agissait à l'époque du premier parc national lacustre au monde. Il y en a d'autres depuis. Hein. Il couvre une partie du lac, ainsi que la péninsule formée par le Cape Maclear et les îlots environnants. Le lac Tanganyika n'a aucune île, tandis que le lac Malawi a plusieurs îles. Je vais y revenir. Ce parc national constitue en Afrique et peut-être même dans le monde le plus important sanctuaire pour les poissons d'eau douce. Il a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité en 1984. C'est dans ce véritable paradis qu'est le Cape Maclear que j'aimais passer certains week-ends ou certains jours de congé à l'époque où je vivais au Malawi et même depuis quand j'y retourne. Chaque fois, je ne manque jamais de faire une petite promenade à pied pour arriver à Otto Point, la pointe des loutres, au milieu d'un chaos d'énormes rochers subaquatiques. De merveilleux petits poissons multicolores viennent manger dans la main les miettes de pain qu'on veut bien leur offrir. Alors ces poissons multicolores, qui sont-ils?
On les appelle des cyclidés. Dans le langage local, on les appelle des mbuna. Et ces cyclidés, on en trouve aussi dans le lac Tanganyika. Ils sont exportés dans le monde entier pour les collectionneurs, dans les aquariums européens, nord-américains et surtout japonais. Les Japonais adorent ces petits poissons multicolores, qui sont magnifiques et très familiers. Comme je vous l'ai dit, ils viennent manger dans votre main et ils viennent même vous faire un massage de la plante du pied. Et ils vous mangent les peaux mortes, vous savez, et ils vous chatouillent. C'est très surprenant. Il y en a un dans un resto chinois à Paris. Ah oui. On te mange des peaux mortes. Le calme du lieu n'est troublé que par les cris stridents des aigles pêcheurs, majestueux rapaces au corps sombre, à la tête et au col encapuchonnés d'un plumage blanc éclatant. Ils se tiennent aux aguets, immobiles, sur les branches des grands arbres environnants, en particulier des baobabs, prêts à plonger à une vitesse foudroyante pour attraper leur proie repérée sous la surface de l'eau. Le père Gilbert demande l'autorisation de prendre la roue. Oui, oui, je vous demande l'autorisation. Merci. Merci beaucoup pour Je vous en prie. ce bel aperçu de la région des Grands Lacs. Et il y a beaucoup de choses que je viens d'apprendre que je ne connaissais pas. Beaucoup. Merci, merci. Même sur le lac. Je n'ai pas raconté la légende de l'origine du lac Kivu, qui est un peu... C'est une légende un peu obscène. Je n'ai pas voulu la raconter. Il faut laisser ça comme ça. Voilà. Ce sont les anciens qui évoque l'inconduite d'une reine du Rwanda avec un de ses serviteurs. Voilà. Vous savez qu'on sait qu'elle dit la légende, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est une légende. Voilà. Et en fait, Kivu aussi, ça veut dire Chivu, c'est-à-dire la poussière. Il y avait beaucoup de... C'est une région où il y a, vous voyez, M. Hervé connaît bien, pendant la saison sèche, il y a beaucoup de poussière qui se soulèvent dans la ville, comme ça, dans les villages, dans les rues, il y a beaucoup de poussière. Et quand il pleut, c'est très glissant. Vous marcheriez comme sur du savon. C'est vrai. Là où il n'y a pas d'asphalte, c'est comme ça. Alors les Kivu, ça c'est le lac de la poussière. Voilà, je vous remercie, monsieur. Et à la fois prochaine. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Je n'ai pas non plus manqué l'occasion de faire une petite promenade en bateau et d'aller pique-niquer sur une minuscule plage déserte, blottie au fond d'une petite baie de l'île, située juste en face de l'endroit où je séjournais. Quel délice que ce poisson grillé, dégusté assis sur un rocher en contemplant l'azur lacustre. Le texte que je suis en train de lire est issu de mon livre Au fil des chemins. Le lac a une superficie de 30 800 km². Il est donc plus de 2 fois plus petit que le lac Victoria et un tout petit peu plus petit que le lac Tanganyika. Et à titre de comparaison, c'est là que j'avais la superficie, le lac Léman ne fait que 582 km². Le lac Tanganyika, avec une profondeur maximale de 1500 mètres, est le plus profond des lacs africains, tandis que le lac Malawi, avec ses 704 mètres de profondeur maximale, est donc le deuxième lac d'Afrique par la profondeur. Généralement calme, le lac peut devenir dangereux lors de brusques tempêtes ou durant les orages. C'est un autre point commun avec la Méditerranée. J'ai appris, pour avoir navigué sur le lac Malawi, qu'il peut changer brusquement. Le temps peut changer brusquement. Les plages de la côte ouest peuvent être assaillies par de grosses vagues poussées par le mvuma, c'est-à-dire le vent d'est. Entre guillemets à nouveau, découvert en 1859 par le docteur David Livingstone, célèbre explorateur et missionnaire écossais. Le lac était connu depuis des siècles par les peuples de la région. Ceux qui s'y installèrent sur ses rives
après un long exode qui les avait amenés du Katanga. Dommage que le père Gilbert soit parti. Le Katanga se trouve au Congo. Ouais. Donc ils ont migré, c'est un peuple bantou qui a migré pour s'installer au bord du lac Malawi, et ils l'ont nommé, ce lac, c'est le nom local, Nyanja Yanyenyezi, ce qui signifie le lac des étoiles, à cause du scintillement de ses eaux calmes sous le soleil. Mais il fut repéré aussi dès le XVIe siècle par des explorateurs portugais, et à partir du XIXe siècle par les chasseurs d'esclaves arabes. Petite explication. Pourquoi portugais? Pourquoi arabe? Vous avez là une carte du Mozambique. Et puis on le voit aussi sur la carte du Malawi. Le lac Malawi, pour sa plus grande partie, se trouve au Malawi. Mais une partie du lac se trouve au Mozambique, qui était une province portugaise. Pourquoi arabe? Parce que les Arabes étaient installés sur la côte de l'océan Indien, en particulier à Zanzibar, et que de là, ils menaient des raids pour capturer des esclaves. Et Zanzibar est devenu au XIXe siècle la plaque tournante de l'esclavagisme arabo-musulman. Donc, je reviens au docteur Livingstone. Livingstone, sans doute le premier Européen à avoir navigué sur ce lac. Donc, quand il y est arrivé, il s'est enquis du nom de cette immense étendue liquide auprès des riverains. Nyassa, lui répondit-on. En langue Yao, les Yao, c'est le peuple qui vit au sud du lac Malawi. Nyassa signifie lac, mais ça, Livingstone ne le savait pas. Le lac-lac. Le bon docteur nota donc scrupuleusement ce qu'il croyait être le nom du lac, et il l'a appelé Lake Nyassa, c'est-à-dire le lac-lac. À l'indépendance, alors le pays qui a ensuite été colonisé par les Britanniques, et les Britanniques l'avaient nommé Nyasaland, du nom du lac. À l'indépendance du Nyasaland en 1964, cette anomalie linguistique fut dûment corrigée, tant le lac que le pays furent alors rebaptisés Malawi. Ce terme, fort poétique, désigne le reflet enflammé du soleil levant dans les eaux du lac. Un ancien royaume bantou s'est étendu dans cette région et bien au-delà, entre le XIIIe et le début du XIXe siècle. Il portait le nom de royaume de Maravi. C'est la raison pour laquelle les dirigeants du Nyasaland indépendant ont tenu à nommer leur pays Malawi, du nom de cet ancien royaume. Forme moderne de l'antique Maravi, sans oublier d'ajouter un incongru accent circonflexe sur le W. Malawi, il y a un accent circonflexe sur le W, pour respecter la prononciation locale. Ce lac pourrait être une destination de choix pour tous les amoureux de la nature et les amateurs de dépaysement. À lui seul, il justifierait largement un voyage au Malawi. Il existe encore peu de structures hôtelières de qualité sur les bords du lac, et celles qui existent pourraient certainement être améliorées. Bien sûr, un tel développement devrait se faire en prenant garde de ne pas altérer le fragile écosystème de cette mer intérieure. Des mini-croisières de quelques jours seulement pourraient séduire beaucoup de personnes à la recherche de dépaysement. Je garde un souvenir enthousiaste de mes traversées du lac, du nord au sud, à bord de navires tels que le Mtendere. Mtendere, ça signifie paix en Chichewa, la langue du Malawi. Ou à bord du Ilala. Alors, ce navire, on l'avait baptisé Ilala en souvenir du petit vapeur qu'avait utilisé le docteur Livingstone, qui s'appelait Ilala. Et Ilala, c'est le nom de l'endroit où le docteur Livingstone... non, je vous raconte des bêtises. C'est pas à bord du... Oui, c'était le nom du vapeur du docteur Livingstone, mais c'est aussi le nom d'un endroit dans la Zambie actuelle où le docteur Livingstone est mort d'épuisement en 1873. Alors, voilà, la question, y a-t-il sa tombe? Alors là, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse
à cause de ma mère. Le docteur Livingstone était accompagné de 2 fidèles serviteurs originaires de Zanzibar. Enfin, qu'il avait rencontrés à Zanzibar. Il n'était pas originaire de Zanzibar, il était de la région de l'actuelle Zambie. Mais il les avait recrutés à Zanzibar pour l'aider et pour porter son matériel. Et lorsque le docteur Livingstone est mort, par fidélité envers le docteur, ils ont décidé de le ramener. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme le poisson dont je vous parlais tout à l'heure. Ils l'ont fait sécher. Ils ont fait des clés, et ils l'ont fait sécher. Et pour éliminer tout ce qui pouvait être éliminé, et pour qu'il soit plus léger et plus conservable. Et ils ont ramené le corps desséché jusqu'à Zanzibar, où ils l'ont remis aux autorités britanniques. Lesquelles autorités britanniques l'ont ramené au Royaume-Uni, et son corps se trouve actuellement sous une pierre tombale dans le pavement, dans l'allée centrale de l'abbaye de Westminster à Londres. J'y suis allé, je n'ai pas manqué d'aller voir la tombe du docteur Livingstone à Londres. Et j'ai vu également sa statue devant la cathédrale de Glasgow, en Écosse. Il était né dans un village, ce qui était autrefois un village, c'est plus un village aujourd'hui, c'est une ville, qui s'appelle Blantyre. Et c'est cette ville qui a donné son nom à la plus grande ville du Malawi, puisque la plus grande ville du Malawi où j'ai passé 4 ans s'appelle Blantyre, du nom du village natal de Livingstone, qui fait maintenant partie de l'agglomération de Glasgow. Mais les 2 navires dont je viens de parler, le Mtendere et le Ilala, ne conviennent certainement pas pour le tourisme, parce que sur le Mtendere, il n'y a pas de cabine, à part une cabine, dans laquelle ont logé mes parents lors de leur visite au Malawi. Voilà, ils vous en parleront après, et où j'ai moi aussi logé. Quant au Ilala, il a plusieurs petites cabines, mais elles sont exiguës, et elles n'ont pas de cabinet de toilette, donc c'est exclu pour le tourisme moderne. Les touristes occidentaux ne peuvent pas se contenter d'une salle de bain collective. Mais ils continuent à naviguer? Oui. Avec les locaux? Pour le trafic sur le lac, j'y reviens, je vais y revenir plus tard. Le vieil Ilala, sur lequel j'ai navigué, a beaucoup de charme. Il a été construit dans un chantier naval de Glasgow et réassemblé au bord du lac en 1951. Il fait depuis lors partie intégrante du paysage et de l'histoire du lac Malawi. Il dispose d'un agréable sundeck et d'un bar assez plaisant dans sa partie supérieure. Mais ces quelques cabines ne répondent pas aux exigences du tourisme moderne. Les passagers de 3e classe s'entassent sur le pont inférieur, au milieu de leurs innombrables bagages, constitués de sacs de maïs, de poissons séchés, de poulets, de chèvres, de casiers de bière et de boissons gazeuses. Malgré son âge, l'Ilala assure encore, une fois par semaine, la liaison dans les deux sens entre Chilumba, qui se trouve tout à fait au nord du Malawi, et Monkibe, qui est ce port situé ici. Monkibe, c'est le seul véritable port. Enfin, il y en a un autre qui a été aménagé après l'indépendance, qui est le port de Chipoka, qui est connecté au réseau ferré. Chipoka, ça se trouve ici. Ce qui fait que les marchandises peuvent être acheminées jusqu'au port et chargées sur les bateaux, y compris le Ilala. Ailleurs, donc en dehors de ces 3 ports, Chilumba, Chipoka et Monkibe, le navire fait escale au large de chaque localité côtière et il utilise ses canaux de sauvetage pour débarquer ou embarquer dans la bonne humeur hommes, femmes, enfants, bêtes, sacs, caisses et fagots de bois. De nombreux piroguiers viennent avec leurs canots, s'approchent du bateau
pour offrir leurs services de transport ou vendre aux passagers des fruits ou du poisson. Tout ça dans une grande bonne humeur. C'est un spectacle étonnant de voir les miracles d'équilibre qu'ils réalisent sur leurs frêles esquifs tout en s'apostrophant bruyamment. Sur sa route, Lilala fait aussi escale aux incomparables îles de Likoma et Chizimulu. Alors là, je vais ouvrir une nouvelle parenthèse. Les îles de Likoma et Chizimulu, ce sont ces deux petites îles dans la partie est du lac, donc dans les eaux mozambicaines. Mais, incongruité historique due à la présence de missionnaires anglicans sur l'île de Likoma qui ont construit une très belle cathédrale, énorme. Ces îles appartiennent au Malawi. Elles appartenaient au Nyasaland et elles appartiennent aujourd'hui au Malawi. Mais elles se trouvent du côté mozambicain, dans les eaux mozambicaines. C'est donc une enclave malavienne dans les eaux mozambicaines. Et depuis Likoma, on voit les gens marcher sur la plage au Mozambique. C'est vraiment tout proche. Ces îles enchanteresses, encore très peu développées du point de vue touristique, valent largement qu'on s'y attarde. Mais pour les atteindre, c'est toujours très compliqué. Et cela prend du temps. Un investisseur avisé pourrait certainement proposer des croisières innovatrices sur ce splendide lac qui ne demande qu'à être mieux connu. Le lac Malawi compte un grand nombre de plages splendides. Les plus belles sont sans nul doute celles du littoral nord, en particulier dans les districts de Rumpi et de Nkatabe, mais aussi celles du district de Mangochi dans le sud. J'ai déjà vanté la beauté incomparable de la péninsule du Cape Maclear, située dans ce district de Mangochi. Toujours dans ce même secteur de Mangochi, je ne voudrais pas manquer de citer le caractère unique de Monkey Bay, petite localité endormie au fond d'une anse abritée et bordée de multiples frangipaniers et flamboyants, non loin de l'entrée du parc national du lac Malawi. Alors Monkey Bay, ça veut dire, vous l'aurez compris je pense, la baie des singes. Cette bourgade a été nommée ainsi à cause des petits singes qui y pullulent et que l'on peut voir traverser la plage pour aller se désaltérer sur les rives du lac. Je vous rappelle que c'est de l'eau douce. Mais ce qui fait surtout le charme de Monkey Bay, c'est son port, blotti au fond d'une longue et étroite baie encadrée de montagnes rocheuses, véritable petit fjord tropical. C'est là que Lilala entame chaque vendredi son périple de 3 jours et demi qui le conduit jusqu'à Chilumba, dans l'extrême nord du pays. Dans le port de Monkey Bay, on trouve un certain nombre de navires et autres barges depuis longtemps immobilisés. Parmi eux, j'ai eu la tristesse de revoir le vénérable Chauncey Maples, navire centenaire, en cours de démantèlement. Il serait question de le transformer en hôpital. Ce bâtiment historique fut conçu à Glasgow. On revient encore à Glasgow. Les Écossais ont joué un rôle très important au Malawi. Durant les dernières années du XIXe siècle, pour le compte de l'église anglicane. Préfabriqué dans la lointaine Écosse, le navire fut ensuite envoyé au Nyasaland en pièces détachées, numérotées. Réassemblé sur les bords de la rivière Shiré, le Chauncey Maples fut finalement lancé en 1902. Le nom qui lui fut attribué était celui du premier évêque anglican du Nyasaland. Quelques années plus tôt, le révérend Maples, qui venait d'être ordonné évêque à Londres, regagnait le Nyasaland pour y prendre ses fonctions épiscopales dans l'île de Likoma, qui était le siège de l'église anglicane au Nyasaland. Impatient d'y arriver, il parvint à convaincre l'équipage du Sheriff, un petit navire à voile appartenant à sa mission, de prendre la mer, ou plutôt le lac. Malgré le fort vent de Vera qui soufflait ce jour-là, le petit bateau fit naufrage et le bon évêque périt en chantant et en priant après avoir refusé de se débarrasser de son épaisse soutane qui l'entraîna au fond du lac. Durant la Première Guerre mondiale, le Chauncey Maples fut réquisitionné par les autorités britanniques pour participer au combat contre les Allemands qui contrôlaient alors le Tanganyika, le pays Tanganyika, le Tanganyika voisin. Hormis ces années de guerre, le navire sillonna le lac
pendant un demi-siècle pour le compte de la mission évangélisatrice de l'Église anglicane. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que l'Église, faisant face à des contraintes financières, dut le vendre à une compagnie privée. Dans les années 60, le navire fut acquis par la compagnie ferroviaire qui contrôle le trafic lacustre au Malawi. C'est ainsi que le Chelsea Maples rejoignit l'Ilala et les autres navires qui assuraient le transport des biens et des hommes sur le lac Malawi. Ce n'est que dans les années 90 qu'il fut mis fin au service de ce véritable navire, de ce vénérable navire, et qu'il demeura plusieurs années à quai au port de Monkey Bay. J'ouvre à nouveau une parenthèse, puisque j'ai mentionné la Première Guerre mondiale. Détail croustillant, la première bataille navale de l'histoire de la Première Guerre mondiale s'est déroulée sur le lac Malawi. Donc, quelques jours après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je vous raconte l'histoire, elle est pittoresque. Donc, les Britanniques avaient une canonnière sur le lac Victoria, sur le lac Malawi, qu'on appelait lac Nyassa à l'époque, et les Allemands avaient le von Wissmann, je crois qu'il s'appelait, une canonnière également, dans l'un des ports de la partie nord-est du lac Nyassa. Et le navire allemand avait été tiré à sec sur la plage pour faire des travaux sur la coque. Donc il ne naviguait pas au moment où la Première Guerre mondiale a commencé. Le navire britannique s'est approché, et quand le commandant allemand a vu un navire britannique arriver, il a cru que c'était son copain, le capitaine britannique, qui venait prendre l'apéro comme il le faisait tous les dimanches. Il lui a fait des grands signes pour l'accueillir, mais à sa grande surprise et à sa grande rage, le navire britannique a ouvert le feu et a endommagé et détruit le bateau allemand qui était à sec. Le commandant allemand a été furieux, il est monté sur un canot et il est allé insulter le commandant britannique, qui l'a fait monter à bord et lui a dit qu'il était désormais prisonnier de l'Empire britannique. Le commandant allemand, effectivement, n'avait pas reçu la nouvelle que la Première Guerre mondiale avait commencé. Les Britanniques avaient appris la nouvelle avant. Donc, et ça a permis au Times de Londres de titrer quelques jours plus tard, parce que les nouvelles mettaient du temps à arriver, grande victoire navale britannique sur le lac Nyassa. Assis sur la terrasse de la maison d'hôte Mbuna du centre de recherche du parc national où je logeais, je contemplais les eaux calmes de la baie du Cape Maclear, méditant sur le passé et l'avenir de ce magnifique endroit. C'est en ce lieu que le docteur Livingstone fit escale en 1859, à bord de son Ilala premier du nom. Foster, le responsable de la maison d'hôte, avait une fois de plus bien fait les choses pour m'accueillir au mieux. Certes, le confort est très sommaire, qu'importe, l'essentiel n'est pas là. Il réside dans la beauté de cet incomparable endroit, de splendides flamboyants et autres frangipaniers bordent cette jolie plage de sable de Golden Sands, les sables dorés. J'aime cet endroit, j'aime son calme, sa sereine beauté. Je l'ai découvert en 1990 et c'est pour moi un émerveillement toujours renouvelé à chacun de mes séjours dans cet univers paradisiaque. Je ne peux cependant pas m'empêcher de m'inquiéter pour l'avenir de ce lac, de ce lieu unique. Pourra-t-il rester à l'abri des convoitises, en particulier immobilières? J'en doute. Durant mon séjour, j'ai appris que les responsables du parc se trouvaient en Chine, durant mon dernier séjour, où ils étaient en train de négocier la construction d'un énorme hôtel, juste à côté de la maison d'hôte. Si ce projet devait se réaliser, ce serait la fin du paradis. Le fragile écosystème du Cape Maclear ne résisterait pas à une telle construction et à l'afflux d'un grand nombre de touristes. Ailleurs en Afrique, je n'ai pu que constater le peu de cas que font les investisseurs chinois de l'environnement. Le projet bénéficiera certainement à quelques-uns, mais le Malawi, l'Afrique et le monde auront beaucoup à y perdre. J'espère malgré tout que les autorités malawiennes sauront raison garder et que je pourrai bientôt retourner dans ce paradis terrestre. Voilà pour ce qui est du lac Malawi.
Avant de terminer cet exposé, il me faut vous parler très brièvement d'un autre lac qui se trouve au Malawi, puisque le Malawi compte plusieurs lacs. Il y a ici le lac Chilwa, qui est beaucoup plus haut que le lac Malawi. Je vous ai dit que le lac Malawi est à environ 450 mètres de mémoire hein, d'altitude. Le lac Chilwa est à 1000 mètres d'altitude. Et c'est un lac, il faut que je me rappelle de l'adjectif que j'ai utilisé tout à l'heure, que vous avez retenu certainement. C'est un lac endo, quelque chose. Ah ouais, il est fermé, quoi. Endoréitique. Voilà. Parce qu'il reçoit de l'eau de différents cours d'eau. Le lac Chilwa est sur la frontière mozambicaine. Mais la majeure partie de ses eaux se trouve au Malawi. Donc c'est un lac de haut plateau. Il y a des marécages. Il y a une petite île où je suis allé. Mais c'est un écosystème extrêmement fragile. L'eau ne sort du lac que par l'évaporation. Donc il y a aussi dans ces eaux des espèces totalement endémiques, hein, puisque le lac ne communique avec rien. Voilà. Il y a aussi un autre lac au Malawi, c'est le lac Malombe, mais c'est la rivière Chiré qui, en sortant du lac Malawi, un endroit relativement plat qui forme ce lac. Donc, je le mentionne simplement pour vous dire qu'il y a plusieurs lacs au Malawi. Des petits. Beaucoup plus petits, bien sûr. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec mon exposé sur les différents lacs de cette région où j'ai passé 24 années de ma vie. Et pour moi, ces lacs constituent certainement, ils comptent certainement parmi les meilleurs souvenirs que j'ai de cette région. C'est ce qui fait la beauté de cette région, ce sont ces lacs. Bien sûr, il y a aussi les volcans, il y a aussi le Rwenzori, la côte de l'océan Indien éventuellement, mais bon, pour moi, ces lacs, le lac Malawi, le lac Tanganyika, le lac Kivu, le lac Albert, j'ai des souvenirs merveilleux de ces lacs. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Christian ? Et je suis là pour répondre à vos questions ou à vos commentaires. Je me souviens toujours Pas d'une plus fort, hein. croisière de 3 jours que nous avons fait sur le lac Malawi. C'était vraiment quelque chose de pittoresque. À bord du Mutendere, Oui. qui était un bateau construit par les Allemands. Le bateau qui faisait du cabotage dans tous les petits ports, toutes les pirogues qui arrivaient pour marchander avec les gens du bord. Passagers. Sur le bateau, on côtoyait les chèvres, le charbon de bois. Enfin, c'était très amusant. Enfin, nous n'étions pas à plaindre puisque nous avions la seule cabine du bateau, la cabine On appelle ça en anglais owner's cabin, la cabine du propriétaire, Très vaste. qui avait un salon. Oui, une nuit, on entendait la corde de détresse du bateau qui s'est bien accordée. Alors on s'est vite habillé, on s'est dit ça y est, il va falloir qu'on plonge dans ce lac, parce que le bateau penchait déjà. D'un côté. Alors cette petite était dehors, mais c'est parce que tous les gens, tous les passagers s'étaient mis sur un seul côté du bateau. Ils faisaient pencher le bateau parce qu'ils avaient vu un cadavre qui se promenait dans l'eau. Ah là là, ça a été très, très surprenant. Des beaux souvenirs, ouais, c'est bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne connaissais pas du tout. Surtout que c'est votre partie de l'Afrique est tellement différente de celle que j'ai décrite. Ceux de Dakar, ouais. Vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai bien aimé, ouais. C'est enrichissant. Et c'est bien de vivre 24 ans en Afrique et de revenir en Corse. Ça vous fait quoi le retour? Ah ben moi j'aime beaucoup la Corse, je suis bien en Corse, mais j'ai beaucoup de nostalgie. Hein. Ça manque. Quand je vous ai parlé de Cape Maclear, de Monkey Bay, c'est des endroits
pour lesquels j'ai une énorme nostalgie. Ouais, tout à fait. Alors, si vous voulez découvrir le lac Malawi, qui se trouve dans l'hémisphère sud, il faut éviter juin-juillet, parce que c'est l'hiver. C'est là qu'il y a le vent froid, le Mvuma dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, Qui soulève le sable. qui est jamais très froid au niveau du lac, mais qui fait quand même que l'eau du lac est fraîche. Elle est un peu saisissante quand on y rentre. Tandis que le reste de l'année, on y rentre sans problème. Et ces poissons multicolores, c'est formidable. L'Afrique, je ne connais pas du tout l'Afrique, moi. Pas du tout, ouais. Ah bon? Pas du tout. Ah, ben, À part Dakar, oui, je ne connais pas les... ouais. Hervé peut organiser un voyage. Ah oui, Ah, oui. bah c'est bien. Si vous voulez que j'organise un voyage sur mesure dans un de ces pays, je peux vous l'organiser. Le Malawi conviendrait tout à fait parce que c'est un pays tout à fait pacifique. Il n'y a jamais eu de guerre. C'est un pays démocratique aujourd'hui. Et on est en parfaite sécurité au Malawi. Oui, il n'y a jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Bon, ils ont eu 30 ans de dictature dans les 3 premières décennies de l'indépendance. Que j'ai connu. Hein. Je suis arrivé à l'époque, c'était encore le parti unique, mais depuis ça a bien évolué. Et bon, si on n'est pas trop à cheval sur le confort, on peut faire un séjour magnifique au bord du lac. C'est un confort C'est sommaire. bien savoir. Oh, on arrive à bien se reposer Ouais, quand même. ouais, ouais. Il faut des moustiquaires parce qu'il y a des moustiques bien sûr, à ce niveau-là. Oui. On en trouve partout des moustiques. Oui, mais particulièrement, plus on descend, le Malawi, vous avez remarqué sa forme, c'est un pays tout en longueur, au bord du lac Malawi, et puis après traversé par la rivière Shiré. C'est un pays qui a une très grande différence d'altitude, donc l'essentiel de la population vit sur les hauts plateaux qui sont à 1000 ou 1100 mètres d'altitude, mais dans l'extrême sud, là où la Shiré quitte le Malawi pour rentrer au Mozambique, on est à peine à 200 mètres d'altitude. Donc il y a une très grande variété de paysages, de climat et d'humidité. C'est une chose amusante, quand on a fait notre croisière, on avait emmené notre cuisinier avec nous. Ah, Et à chaque escale, à chaque petit port, il descendait chercher ce qu'il nous fallait pour le repas et il nous préparait la cuisine à bord du bateau. C'était très amusant. Et c'était très bon parce qu'on avait toujours une nourriture très fraîche, des poissons très Des frais, poissons frais, des poissons grillés. C'était formidable. ce qu'on appelle là-bas les chambo, c'est-à-dire les tilapias en fait. C'est délicieux. C'est délicieux. À part les arrêts, c'est vrai que c'est très bon le tilapia. Alors la perche du Nil a moins d'arêtes, mais c'est vraiment Perche, il y a beaucoup de viande dans la Bien. perche du Nil. Ouais. Alors, il y a à manger. Si vous n'avez pas d'autres questions, approchez-vous Au de niveau la de la table. langue. Pardon? Au niveau de la langue. Alors, On parle anglais, les gosses. tous les pays dont j'ai parlé, Comment se. c'est l'anglais, sauf la République démocratique du Congo, où on parle belge, le français de Belgique, et le Mozambique, où on parle portugais. Je vous ai dit tout à l'heure que le Tanganyika, le pays, était allemand, ainsi que le Rwanda et le Burundi, mais à la fin de la Première Guerre mondiale, ils sont devenus britanniques, et belges pour le Rwanda-Burundi. Donc au Rwanda-Burundi, il y a C'est encore le l'anglais. français, et en Tanzanie, en fait tous ces pays, Tanzanie, Kenya, Ouganda, on se débrouille avec le Swahili. La langue vernaculaire, c'est le Swahili, aux côtés de l'anglais, hein, bien sûr. Quant au Malawi, c'est l'anglais seulement, parce que le Swahili n'atteint pas n'atteint pas le Malawi. Il y a des beaux livres là sur le Malawi. Et un spécialement sur le lac Malawi. Je l'ai en 2 exemplaires, donc vous pouvez le... Tenez. Là aussi, j'ai ce livre en 2
la table et prendre le fauteuil. Sur le malin aussi. C'est comme chez vous, il y a des vaches sur la table. Voilà, le fauteuil. On recommence. C'est comme chez nous, il y a des vaches sur la table. Alors il y a du sirop de menthe, de l'eau d'orette, du café, de l'eau tout court. C'est comme chez nous. C'est libre service, hein, servez-vous s'il vous plaît. Il y a des dattes, il y a des beignets de farine de châtaigne. Ah oui, je voulais goûter ces beignets. Ça fait combien d'années maintenant, monsieur? Ça fait combien d'années maintenant de votre croisière? Ouais, vous êtes parti, ouais. C'était quelle année? C'est en quelle année qu'on a fait le voyage? 91. Moi j'ai travaillé là-bas. Donc Eh oui. On n'a pas été voir. Je le laisse tourner? t'as pas arrêté? Non. Je l'arrête là? De découvrir autre chose. Eh ben oui, bien sûr.